pour être très honnête, j'aimais pas lire à l'école. Tout ce qu'on m'a proposé à l'école, moi, dès qu'on me force, ça m'irrite, et donc je repousse. C'est peut-être ça qui me force à me faire voir l'école sous cet angle-là. Mais j'ai commencé à lire grâce à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Werber, qui n'est pas considéré comme un grand auteur de classique, ni très littéraire, mais peu importe, il m'a fait aimer lire. Et après, par moi-même, j'ai découvert les autres auteurs. Donc, c'est peut-être une vision très libérale au sens américain du terme, mais je pense qu'on peut, en se laissant aimer, on trouve à aimer en lecture, en littérature. Et la lecture, et ça c'est particulièrement les hommes, adultes, qui ont mon âge et plus, beaucoup ne voient le monde que par son utilité. Donc même quand ils lisent, ils ne veulent lire que des choses utiles. Alors, soit ce sont des biographies ou des livres de développement personnel, etc. Mais en fait, c'est refuser de laisser vivre son imaginaire. Et d'ailleurs, quand on se laisse vivre, ça devient utile après. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles idées, et finalement, sans le chercher, on trouve l'utilité à tout ça. Et donc, le rêve, l'imaginaire, ce ne sont pas du tout des trucs qu'il faut laisser à ces charmantes dames en disant que c'est pas utile, tout ça. C'est très utile, ça repose, ça réconforte, ça calme, euh, ça évite de prendre des médicaments. C'est une sorte de yoga de l'esprit, surtout dans un monde bruyant. Maintenant, le monde est bruyant. Quand on vit en ville, c'est bruyant. Avant, on pouvait vivre à la campagne, mais en fait, on a un téléphone dans la poche ou des ordinateurs, mais tout ça, et c'est très addictif, il y a des informations, mais c'est du bruit permanent. Et en fait, la lecture, c'est un îlot de solitude, de confort, de repos. C'est un recueillement. Ça permet de s'ouvrir aux autres, de comprendre d'autres manières de voir le monde, d'autres états d'esprit. Euh, et moi, je suis très triste que l'école crée de la défiance autour du livre. Et d'ailleurs, si j'avais un j'accuse à dire, il y aurait plein de j'accuse à dire, mais il y a un j'accuse et je l'ai expérimenté. J'ai donné des ateliers d'écriture pour des collégiens, pour des sixièmes, pour des secondes. Euh, et je vois bien qu'entre la sixième et la seconde, il y a un vrai sentiment de défiance qui se crée. Et ça, c'est la faute de l'école, parce qu'en sacralisant trop le livre, en faisant non pas un instrument de plaisir, d'ouverture au monde, de compréhension du monde, mais en créant une religion autour du livre, et ben c'est comme quand on force quelqu'un à aimer un autre et qu'on le marie de force. C'est comme quand dans certains pays on force à croire à une religion. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des gens défiants qui ne veulent plus croire, qui ne veulent plus aimer. Et ça, j'en suis persuadé. Il faut laisser les gens aimer les livres qu'ils ont envie d'aimer. Et là, ils aiment les livres. Moi, j'ai découvert des univers extraordinaires en lisant. On va voir les science-fiction, ce qui nous pousse à imaginer énormément de choses. Mais il n'y a pas que ça. En lisant la biographie de Malcolm X, j'ai compris que dans une vie, on pouvait être plusieurs personnages. Les parents donnent une éducation en s'imaginant une fiction pour vous, et puis ils vous collent un nom de famille que vous n'avez pas choisi ni un prénom. Et puis vous décrochez de cette fiction. Et puis vous pouvez prendre, vous créez, à partir d'un personnage, vous créez un autre univers, une autre fiction. Puis vous pouvez prendre un pseudonyme, vous appelez Malcolm X, vous inventez une nouvelle vie de leader politique, d'auteur, être un petit voyou dans votre jeunesse, un auteur suivi, un chef de lutte armée, enfin voilà, j'ai découvert ça en lisant. Et mille autres choses. J'ai découvert que au XVe siècle, avec Amin Mahalouf, que le monde était plus tolérant qu'aujourd'hui. J'ai découvert avec Amin Mahalouf les croisades vues par les Arabes. J'ai découvert avec Michel Houellebecq qu'est-ce que c'était d'être un homme laid qui avait des défaites sexuelles et comment ça pouvait susciter une haine des femmes, la haine du monde et de trouver que tout est nul. Et je suis pas du tout d'accord avec cette vision du monde, mais au moins j'ai pu la lire parce que aucun homme ne me l'aurait raconté. Ou en tout cas, j'ai pas rencontré d'hommes qui me l'ont raconté. Et pourquoi j'aime lire? Parce qu'en lisant, il n'y a aucun autre art qui m'ouvre autant le monde que la lecture. C'est super le cinéma. C'est très immersif, mais le cinéma, à la différence de la lecture, au cinéma, on est très passif. Mais la lecture, quoi qu'il arrive, ça vous pousse à être actif dans votre lecture. Ça vous pousse à vous plonger dans le silence. Même quand il y a du bruit, ça vous pousse à vous focaliser, à imaginer, à comprendre. Oui, Amin Mahalouf, ça a été extrêmement structurant sur la compréhension des identités. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que toute personne qui jongle entre plusieurs cultures se reconnaît dans l'œuvre d'Amin Mahalouf. Et donc son essai sur les identités meurtrières,
raconte très bien ça. Moi, ça m'a permis de me réconcilier avec mon triple, quadruple, quintuple métissage. Comment être nantais, français, d'un père kurde, alévi, d'une mère turque, sunnite, mais tous ces gens-là ont été communistes dans leur jeunesse, mais en même temps ils sont des entrepreneurs et très libéraux aujourd'hui. Et puis en fait on adore la Bretagne, et puis etc. Parce qu'on y a grandi, on y a vécu. Et donc bah oui, tout ça grâce à une Malou, ça a marqué un vrai tournant. Il faut pas oublier que j'ai grandi avec deux langues, et que le turc est une langue très musicale. Et en fait quand on connaît la poésie en turc, en français elle devient extrêmement pauvre, parce que c'est la langue qui appauvrit la poésie en français. En turc, c'est très facile de faire rimer les choses, de rythmer et de passer de la poésie à la chanson. Une langue, ça apporte un style. Or, la langue turque, pour moi, a plus de style que la langue française de manière exponentielle. Rien que la manière de raconter, de narrer. C'est une langue très imagée, on invente des mots très facilement. Manier la conjugaison, c'est extrêmement simple. Et on rythme très facilement en turc. On crée beaucoup de rythme. Ce qui fait qu'on fait beaucoup de blagues très facilement et on crée énormément d'images poétiques assez vite. Et c'est une langue de l'oral, mais c'est une langue narrative pour moi. C'est une langue où les gens racontent énormément d'histoires. Incontestablement, Yachar Kemal pour toute l'œuvre, c'est-à-dire pour la conséquence de l'œuvre, tout ce qu'il a raconté et que aujourd'hui encore personne n'a raconté en Turquie et personne ne racontera. Toute la vie des campagnes, les transformations des années 40 jusqu'aux années 80-90, personne ne le racontera. Modiano et Romain Gary, ça a été des vraies ruptures dans la manière d'écrire. Et peu m'importe le style de Romain Gary ou de Patrick Modiano, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que leur style produit sur moi. Et j'essaie de reproduire cet effet sur le lecteur. Ça ne veut pas dire que je vais copier leur manière de mettre des virgules ou des points ou d'utiliser des adjectifs. C'est vraiment de comprendre dans quelle atmosphère mentale ils m'ont plongé. Et l'auteur dont je me sens le plus proche aujourd'hui, à 30 ans, c'est Philippe Cadic. Parce que je me reconnais dans sa folie un peu. Je suis admiratif, mais toutes les questions que je me pose sur l'univers, je les retrouve dans Philippe Cadic. Que tout ça, c'est un grand bordel et qu'on n'en sait rien, mais malgré tout, on vit. Donc voilà.